Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce 3e épisode Marine Padula. Avec Marine, nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous étions dans le même collège-lycée et avions un groupe d'amis en commun. Nous habitions Brignais, étions quasiment voisines et nos cursus scolaires se sont suivis à un an près. Toutes les deux diplômées de l'école des psychologues praticiens, elle a opté pour une carrière dans de grands groupes internationaux en tant que manager d'équipe au service du business. J'ai opté de mon côté pour le versant PME-PMI Startup. Cela nous a permis de confronter régulièrement nos expériences terrain et de les enrichir. Nous nous sommes suivis tant dans nos vies personnelles que professionnelles et notre amitié a évolué au fil du temps et de nos diverses aventures. Lors d'un de nos déjeuners trimestriels fin décembre 2018, elle m'annonce qu'elle s'est inscrite au Centre international du coach pour devenir coach et qu'elle monte dans la foulée sa société Humanescence. Je décide de la suivre et de créer quelques mois après Réquiliance. Par un heureux hasard de rachat de société et de places de disponibles au dernier moment dans sa promo, nous nous retrouvons sur les bancs de la classe pour vivre cette belle aventure et valider ensemble notre titre de coach certifié. Marine aide les managers à prendre du plaisir dans leur rôle et à révéler leurs talents au service d'un management bienveillant et performant. Dans son livre, Les accords OMG, pour Osez-vous manager gagnant, dédié à ce thème, elle montre que manager est un vrai métier qui s'apprend avec humour et pragmatisme. Elle a créé la première académie managériale digitalisée en ligne et est l'auteure des vidéos de la Minute de Charlie. Elle intervient en tant que conférencière sur le thème du management bienveillant qu'elle prône et incarne. Il en sera d'ailleurs question lors de notre échange et je vous laisse le découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous aborderons également le sujet amené par Caroline lors de l'épisode 1 sur la différence entre un psy et un coach, comment bien le ou les choisir, les deux démarches n'étant pas antinomiques, bien au contraire. Marine est dotée d'une sensibilité très développée, est à l'écoute des besoins des personnes qu'elle accompagne et fait appel à ses différents univers pour offrir la solution sur mesure et adaptée à ses clients. Passionnée de running, elle propose même des coachings en courant pour celles et ceux qui veulent expérimenter la puissance de la mise en mouvement physique et mental. Je ne vous en dis pas plus, enfilez vos baskets et place à notre échange avec Marine. Bonne écoute! Bonjour Marine! Bonjour Cécile, Bienvenue sur Un pour tous coachés. merci de m'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir pour ce 3e interview. On va commencer tout de suite par expliquer un peu d'où on vient toutes les deux et depuis combien de temps on se connaît. Comme ça permettra aux auditeurs de savoir un petit peu plus qui on est et d'où on vient toutes les deux. On se connaît depuis qu'on a 12-13 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être à peu près ça. On s'est suivis au collège, au lycée, et puis le cursus scolaire a suivi aussi, puisque du coup, 1 ou 2 ans d'intervalle, on a fait l'école des psychologues praticiens, et puis on s'est retrouvés avec la certification de coach au CIC l'année dernière, et puis on a toujours été en contact. Au-delà du parcours scolaire, c'est aussi un parcours amical et d'amitié qui nous lie depuis plusieurs années, et on a vu toutes les deux l'autre progresser et avancer, et on se retrouve pour le plus grand plaisir de toutes les deux, en plus à mixer maintenant la partie professionnelle, donc c'est plutôt chouette et sympa. Super. Donc voilà un petit peu pour situer, on va dire planter le décor, comme on dirait. Et l'idée c'est aussi moi, ce qui fait que j'ai souhaité t'inviter et pouvoir échanger avec toi, c'est notamment ton activité récente avec le livre que tu as écrit, dont tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus longuement sur le management qui te tient à cœur, et puis le management bienveillant avec les bonnes pratiques et les accords que tu prônes avec Humanescence et l'Académie. Et l'idée, c'est de pouvoir, comme on a l'habitude de le faire, échanger sur des échanges qui sont toujours riches et constructifs, donc de pouvoir profiter de ce temps toutes les deux pour avancer dans la continuité de tout ce qu'on peut être amené à échanger. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose d'important à préciser avant de démarrer? Non, ça me paraît déjà une bien belle introduction. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, du coup, puisque j'ai déjà parlé du management et du livre que tu as écrit, et puis de ta société. Comment est-ce que tu y es arrivé à ce thème qui te tient tant à cœur, qu'est le management bienveillant? Alors,
il y a vraiment, les deux mots sont importants, management et bienveillant. Déjà, comment je suis arrivée au management? Donc, tu l'as évoqué, on est toutes les deux psychologues du travail pour ma part. Et j'avais, je crois, dès la seconde ou la première, je voulais vraiment faire des ressources humaines. J'avais trouvé ma voie et j'avais une vision très idéaliste du monde de la RH. Moi, je voulais m'occuper des gens, faire en sorte que voilà, ils aient une vie dans l'entreprise qui soit aussi épanouissante que possible. Et je vivais vraiment, je peux le dire, avec les bisounours dans la tête. Et voilà, donc moi, c'était un métier du cœur, un métier de passion. Quand on a fait l'école de psychologue praticien, donc à partir de la troisième année, on était confronté au monde de l'entreprise. Et là, j'ai commencé à toucher du doigt un peu ce qu'était la RH, qui est un très, très beau métier, mais finalement, pas tout à fait celui que j'avais dans la tête, pas avec autant de proximité que j'aurais voulu, en tout cas dans le genre d'organisation dans lequel j'ai évolué, d'abord des grosses PME, puis après des grandes multinationales, finalement très très loin de cette proximité vers l'individu, vers les collaborateurs comme je le pensais. Et j'ai fait le constat très rapidement qu'en fait le premier RH, dans ma vision idéaliste en tout cas, le premier RH de collaborateur dans l'entreprise, c'était le manager. Alors, je commençais déjà à avoir une curiosité pour ce métier-là, mais alors clairement, je ne me voyais pas manager tout de suite. Je ne voulais même pas ça d'ailleurs avant un petit moment. Et puis, on est en France, hein, donc quand on est des bons techniciens ou des bons opérationnels, on est vite promu manager. C'est le galon qu'on donne à beaucoup pour leur dire, bah, tu as bien travaillé. Donc, bah, j'avais bien travaillé. Donc, très, très vite, hein, au bout de 6 mois dans l'entreprise, dans ma première entreprise, j'ai été promue manager. Donc, c'était très tôt. Et en fait, j'ai trouvé ce métier qui m'effrayait d'abord, en tout cas à cet instant T, très passionnant. Très vite, très, très passionnant. J'ai trouvé que c'était... voilà, enfin moi, je le dis toujours avec comme je le pense, même si ça paraît très béni oui, mais je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Je le trouve passionnant comme métier dans l'impact qu'il peut avoir sur les individus qu'on conduit. Donc ça, c'est la première partie. Donc pourquoi le management? Puis le management bienveillant. Pourquoi spécifiquement bienveillant? Pour deux raisons, je dirais. La première, c'est que moi-même, j'ai croisé la route de managers exceptionnels. Des gens qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, dont un plus spécifiquement, dont je parle souvent, à qui j'ai dédié mon livre aussi, qui m'a révélé et qui a impacté positivement ma vie. Et j'ai croisé, à l'inverse, des gens qui auraient pu sacrément l'impacter négativement. Alors, ça va, je suis plutôt assumée dans ma personnalité, mais ils auraient pu, franchement, avec un peu moins d'assurance, me faire flancher du mauvais côté. Et puis j'en ai vu surtout beaucoup autour, des gens qui avaient souffert de mauvais management. Et je suis même intervenue en tant que professionnelle des RH dans une entreprise post-suicide, et où là, clairement, moi, ça a été un point de non-retour et le début d'une espèce de lutte ou de mission, je sais pas comment on peut le dire. Enfin, moi, je me sens, j'ai vraiment une mission de vie. Moi, au niveau du management, je le porte en moi, c'est une passion, c'est dans l'ADN, mais je crois que le point de non-retour, il a été atteint là. Alors, bien évidemment, hein, Cécile, tu es aussi psychologue, tu sais très bien que généralement, il n'y a pas que le travail. Mais quand le travail devient l'élément qui te fait basculer, parce que si tu te suicides sur ton lieu de travail, c'est quand même que tu as un message à donner. Là, clairement, je me suis dit que non, en fait. Puis bon, bah, effectivement, il y avait un contexte de management aux pratiques toxiques, etc. Et je pense que la lutte, entre guillemets, du management bienveillant, pour moi, elle a vraiment démarré là. En fait. Et ce point de non-retour dont tu parles, qui t'a fait vraiment te dire, là, c'est ma mission de vie et j'y vais, quoi. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui t'a motivé, poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussée, je dirais... Alors, des livres, j'en ai commencé plein. J'en ai fait plein de bouts de début de livres dans toute ma vie. À chaque fois, moi, je fais partie de ces gens. Alors, on voit souvent quand on a des choses qui nous impactent négativement, soit on a besoin, des fois, on exprime de la colère, des fois, on va avoir de la dépression, et puis des fois, on va avoir ce qu'on appelle de la sublimation. Donc, on a besoin d'intellectualiser ce qui se passe. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des gros chocs dans ma vie, j'ai toujours eu besoin d'écrire. Donc, le premier bouquin que j'ai commencé à écrire, c'est quand je suis arrivée à Paris. Et j'avais appelé ça une provinciale à Paris. Parce que, donc moi, c'est comme ça qu'on m'a appelée quand je suis arrivée, j'étais la provinciale. Donc j'ai déjà été heurtée un petit peu par ce terme. Puis après, heurtée quand je suis rentrée dans l'ascenseur et qu'on ne me disait pas bonjour et que je disais bonjour à tout le monde. Puis après, heurtée quand j'ai transféré mon premier dossier et que, en fait, quelqu'un s'est attribué mon travail. Donc tout ça, ça a été hyper apprenant. Et puis après, soit tu déprimes, soit tu sublimes.
Donc, j'ai commencé mon premier livre que j'ai jamais terminé. Alors, attention, je ne stigmatise pas les Parisiens, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, ça a été un peu brutal. Hein. Alors, pour les auditeurs qui connaissent, moi, je viens de Brignais, hein, comme toi, Cécile. Tout à fait. Brignais, c'est un peu loin de la vraie vie. Hein, nous, on connaît les vaches, on connaît les moutons. Un peu moins maintenant. Hein, ceux qui connaissent le Brignais d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Brignais des années 90. Mais voilà, après, j'en ai écrit d'autres. Le premier vrai bouquin que j'ai terminé, c'est celui au décès de ma maman. Mais celui-là n'a jamais été publié. C'est un bouquin pour moi. Donc, c'est une manière de fonctionner. Et quand j'ai fait le choix de quitter le monde de l'entreprise et de me lancer, alors c'était pas un moment difficile, mais j'ai été dépossédée d'une partie de mon identité. C'est-à-dire que moi, je me rends compte de plus en plus, mais ça a été la première prise de conscience, qu'au-delà d'accompagner sur le management, au-delà de parler de ce sujet, je suis manager. C'est dans mon ADN. C'est un truc, voilà, ouais, je suis manager. Et quand j'ai arrêté d'être manager dans le monde de l'entreprise et que je me suis lancée avec Humanescence, en fait, il me manquait mes petits Charlie à moi, mon équipe. Et puis surtout, depuis quelques années, j'étais devenue manager de managers. Et à mes managers, je leur donnais énormément, je leur transmettais énormément de choses, de ce qui me paraissait important pour leurs équipes, etc. Et je transmettais tous les jours. En fait, tous les jours, je disais à mes managers des choses qui me paraissaient sensées, je leur faisais des retours sur ce que j'avais pu observer. Je suis très, 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 très culture du feedback et j'ai toujours été un manager développeur. Mais là, je développais qui? En fait, je développais qui? Donc, d'abord, le bouquin, les accords OMG, ça a été une réponse à un vrai besoin de transmettre. J'avais plus mes équipes au quotidien à qui transmettre, donc il fallait que je transmette. J'avais besoin, moi je dis tout le temps, j'avais besoin d'accoucher. J'avais tellement de choses dans la tête, il fallait que je les pose sur le papier, donc je l'ai fait. Et puis après, je me suis dit, celui-là, je vais pas le laisser dans le tiroir, parce que en parallèle, j'étais en train de construire Humanescence et toute cette démarche d'accompagnement des managers. Et finalement, j'ai fait le constat très rapidement que ces accompagnements sont un peu destinés à une certaine population. Donc, les formations, les coachings, les mentorings, c'est un coût pour l'entreprise. Et puis, c'est un coût dont il faut pas se voiler la face, hein, Cécile, on en a besoin. Si on veut continuer à pérenniser notre démarche, on a besoin de facturer. Hein, voilà. Je n'ai pas encore gagné au loto, donc j'ai besoin de facturer. Sauf que je ne me sentais pas pleinement cohérente dans ma démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux impacter l'entreprise en intérieur, il faut que tu impactes l'intégralité de la ligne hiérarchique. Et donc, finalement, je me suis dit qu'au-delà de ce besoin d'accoucher, il fallait que j'aille toucher le plus grand nombre et permettre à ceux peut-être qui n'ont pas la possibilité d'être coachés, de suivre des formations, d'avoir un bouquin qui soit accessible et sur lequel ils puissent faire un certain nombre de prises de conscience. Et c'est d'ailleurs la forme que j'ai choisie sur mon bouquin. Alors, je suis un peu piquante des fois, avec beaucoup d'humour, mais en ayant cette volonté de marquer l'esprit. Parce que si tu marques l'esprit, si la personne a pris conscience de quelque chose, elle modifie son comportement. Et donc, forcément, ça impacte ses résultats. Toujours ce même process-là. Donc, finalement, je me dis, ça permet aussi d'être vraiment dans cette cohérence et d'aller jusqu'au bout de la démarche, jusqu'au plus proche du manager qui a envie d'évoluer dans ses pratiques. Du coup, un livre à destination des managers, tes fameux... alors, Charlie, c'est le terme que tu utilises pour toutes les personnes de l'entreprise. Du coup, c'est vrai que alors, j'invite aussi les auditeurs à aller sur ta chaîne YouTube, entre autres, et puis à te suivre sur LinkedIn, parce qu'il y a toute une vie, les personnages que tu fais vivre de manière globale. Tu dis que tu es manager dans l'ADN, mais tu es aussi mentor, puisque du coup, je te connais aussi sur cet aspect-là. Comment l'un nourrit l'autre? Quel distinguo tu fais entre ces deux casquettes qui te caractérisent si bien? Mentor, j'ai l'impression d'avoir finalement mis un mot sur une pratique que je faisais avec mes managers. En fait, pour moi, c'est vraiment la même chose avec des personnes aujourd'hui que je ne manage pas. Mais je vis toujours mes mentorés, je les prends sous mon aile, quoi. Généralement, enfin c'est pas généralement, c'est à chaque fois, ça s'arrête pas forcément à nos sessions. On a nos moments, hein. Voilà, on a des rendez-vous durant lesquels on fait des séances d'accompagnement, mais je suis là pour eux, quoi. Du début à la fin, je suis là pour eux, je suis là avec eux et on partage un bout de route ensemble. Voilà, je les aide à grandir. Il y a vraiment cette volonté, comme je l'avais avec mes managers. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Je l'ai décorrélé de mon rôle de manager, mais ça reste dans la continuité. Après, comment ça nourrit ma pratique de manager inversement? C'est une très bonne question.
Bah, forcément, en fait, j'ai envie de dire dans le sens où à chaque fois que tu observes, que tu accompagnes, que tu vis, même par procuration, bah forcément, toi aussi, ton mode de pensée évolue. Donc, tu prends conscience de certaines choses, donc ça a un impact sur ton comportement. Enfin, pour moi, c'est toujours la même chose. Ouais, tout est Tu vois, lié. inversement, tout est lié, en fait. Ouais, tu fais là, effectivement ce geste de tout est lié, en fait, donc ça nourrit, en fait, Mm. à la fois tes réflexions et ton positionnement à la fois managérial et de mentor. Quand on a échangé, enfin, sur tous les sujets sur lesquels on est amené à creuser, il y a aussi ce distinguo. Alors, je profite du fait qu'on soit toutes les deux psychologues aussi, parce que c'est une question qui revient très souvent sur le distinguo entre être psychologue, être coach, parce que du coup, effectivement, on a aussi ce parcours-là. Forcément, on a nos casquettes de manager, toi de mentor également. Comment on pourrait finalement, de manière simple et efficace, distinguer le rôle d'un psy, d'un coach? Comment est-ce que tu mettrais en lien avec manager, mentor et puis coach, psychologue? Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Alors, je vais faire une réponse très personnelle, hein. Oui, mais c'est l'objectif, hein. Je vais pas sortir les grandes théories. Le coach, c'est-à-dire que si pour moi, il y a des moments où tu as vraiment besoin de faire un travail sur toi, de comprendre certaines choses et d'avoir une fois encore, hein, parce que je pense qu'à la fin du podcast, tout le monde aura bien compris, hein, les pensées conditionnent tes comportements qui ont un impact sur tes résultats. Donc, si à un moment donné, il y a des choses au niveau de ton schéma de pensée qui bloque, qui a pas réussi à évoluer parce que tu as ouais, tu as des choses sur lesquelles tu dois travailler sur toi, etc. Je pense que aller voir un psychologue, c'est important. Moi, je suis allée voir des psychologues. On est toujours notre propre outil, hein, dans le professionnel de l'accompagnement. On est dans un processus d'amélioration continue. Donc, très régulièrement, je peux aller voir des psychologues, je peux aller voir des coachs. Voilà. Pour moi, c'est naturel. Si j'ai besoin d'aller creuser parce que j'arrive pas à comprendre moi le pourquoi, je vais aller voir un psychologue. Je vais être dans l'intellectualisation, dans la compréhension et forcément, ça va avoir des impacts. Mais des fois, ces impacts, ils sont pas suffisants. Et là, je vais aller voir le coach. Je vais aller voir le coach pourquoi? Parce que j'ai un objectif très précis et je veux l'atteindre. Et le coach, il va m'aider à atteindre mes objectifs. Si je fais, par exemple, si je vais voir le coach, bon, pour des sujets, je sais pas, par exemple, qui me paraissent assez voilà, de la communication avec mes équipes, etc., où c'est pas trop impactant intérieurement, même si tout peut être lié, mais que j'ai un vrai travail à faire à l'intérieur de moi et que je ne l'ai pas fait, un travail de réflexion, d'intellectualisation du pourquoi, etc., je pense que c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que si tu vas voir le coach, mais que tu n'as pas fait de travail sur toi suffisant, hein, une fois encore, je suis en train de parler de trucs quand même qu'il faut digérer. Hein. On a tous plus ou moins nos casseroles à travailler. Si je n'ai pas travaillé mes casseroles et que je vais juste mettre le pansement, bah, ça aura l'effet d'un pansement. C'est-à-dire que ça va aller un temps, mais que ça va revenir différemment. Donc, je pense que le travail n'est pas assez complet. Moi, j'étais ravie d'être d'abord psychologue, mais après, j'ai pas, une fois encore, je dis les choses qui m'appartiennent. Hein. Cécile, attention, chacun sa démarche. Moi, j'étais ravie, en tout cas, d'avoir d'abord fait cette démarche et ce travail psycho. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est bien, c'est bon, j'ai compris. A, B, Z, tout va bien, tout est en place, mais ok, clairement, aujourd'hui, ça bouge pas, ou ça bouge plus, parce que forcément, ça m'a fait bouger. Et j'ai l'impression de faire un saut de géant quand j'ai été coachée, notamment, je pense à ma sensibilité. J'ai des années que je luttais contre une sensibilité très, très, très présente. Alors, bien sûr, ça en a fait aussi ma force, mais il y avait des dommages collatéraux, quoi, clairement. Et d'aller voir, de suivre un cycle de coaching à un moment donné où j'étais très, très mature sur le pourquoi, du comment, etc., ça fait que j'avais une demande extrêmement précise et qu'aujourd'hui, bah, ma sensibilité, c'est ma pote. Et ça fait seulement 1 an que ma sensibilité et moi, on cohabite de manière très harmonieuse et pourtant, ça faisait 20 ans que je travaillais dessus, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Cécile. En tout cas, c'est ta réponse et elle est, comme tu le dis, personnelle. Moi, je partage forcément, hein, on a beaucoup de similitudes. Je pense que je vais pas loin de là, l'idée de te contredire, bien au contraire, parce que je partage aussi le parcours et la prise de conscience, hein, de la complémentarité entre le travail en profondeur de psychothérapie, alors après psychanalyse, psychothérapie, lambda, X ou Y, mais et puis les bienfaits du coaching avec le côté t'es accompagné dans le présent et puis pouvoir atteindre ses objectifs. Et effectivement, oui, on fait des bonds de géants, mais aussi parce qu'on a travaillé en profondeur. Exactement. Et l'un n'empêche pas l'autre, du coup. Non, Très l'un clairement. n'empêche pas l'autre. Ça dépend ce qu'on travaille, en fait. Tout à fait. En fonction du moment de vie, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, en fonction du thème, de la thématique, et puis aussi des personnes qui nous entourent. Et puis pour intégrer, on va dire, la partie justement managériale aussi, le rôle de l'encadrement et des personnes qui te supervisent à ce moment-là sont hyper importantes aussi.
parce que si tout le monde est dans une démarche apprenante et t'encourage à te faire soit coacher, soit effectivement à te faire grandir, les rôles sont un peu liés. On retrouve un peu le cercle dont on parlait tout à l'heure. Oui, clairement. Il y a aussi un élément que je voulais aborder avec toi, c'est justement la partie académie que tu as mis en place, justement dédiée à un maximum de personnes, accessible pour tout un chacun, sans forcément dépendre d'un budget de formation d'une entreprise X ou Y, ou des budgets qu'on aurait à allouer à un certain type de personnes et peut-être moins à d'autres. Et du coup, ton objectif, je le sais, est très altruiste dans le partage et justement dans l'envie de partager tous tes trucs et astuces pour être de bons managers. Comment est-ce que tu en es venu justement à cette idée d'académie ? Qu'est-ce que tu en apprends de toute cette expérience d'académie ? Alors, l'académie, comme tu l'as souligné, c'est vraiment dans la continuité. Le bouquin, ça a été le début de me dire à un moment donné, je vais démocratiser, mais c'est pas suffisant. C'est un premier niveau. En même temps, tout le monde n'a pas envie de lire. Même si je l'ai fait de manière, une fois encore, j'ai vraiment écrit un livre simple sur la forme, pas simpliste sur le fond. Oui, ça va toucher une partie, mais pas tous. Les visuels, les auditifs, etc. Tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde n'aime pas lire. Et du coup, je me suis dit comment je fais pour continuer dans cette démarche d'impacter vraiment tous les managers, y compris ceux qui sont vraiment dans cette volonté de grandir, mais qui se voient refuser leur coaching, qui se voient refuser leur formation. Et donc, j'ai eu cette idée de vraiment pouvoir le faire au travers d'un parcours d'accompagnement, mais finalement c'était vraiment basé sur le bouquin, c'est-à-dire que j'avais vraiment mis la colonne vertébrale au niveau du bouquin. Il y a effectivement ces 4 grands domaines que j'aborde dans le livre, qui sont les fondations du management, la communication, le bien-être au travail et le leadership, qui sont pour moi les 4 piliers qui vont permettre d'avoir une vision à 360 degrés des clés, des outils qui te permettent de bien manager. Bien, je le mets toujours avec des guillemets, quoi, parce que finalement, c'est très, très subjectif, en tout cas, de manager, je l'espère, et c'est l'idée de manière responsable et responsabilisante. Donc, on retrouve dans cette académie ces 4 parcours, ces 4 éléments-là, pour pouvoir, à son rythme, être accompagné avec à chaque fois... donc, j'ai réalisé une vidéo dans chacune de ces box, mais je vais aller un peu vite. Du coup, il y a 4 parcours que je viens de citer, et dans chacun de ces parcours, il y a 4 étapes. Ces étapes, je les ai appelées des box. Comme aujourd'hui, on reçoit plein de box. On a les box bien-être, les box alimentaires, les box beauté, etc. Moi, je voulais au départ livrer tous les mois la fameuse box pour t'aider à progresser au fil de l'eau. Donc, c'est resté ce principe de box. Donc, il y a 4 parcours, 4 box dans chacun des parcours. Ça fait 16 box au total. Et à chaque fois, c'est la même logique. Comme une fois encore le principe de la box. Quand tu prends une box, par exemple, je pense aux box avec des vêtements, tu sais que tu trouves toujours un pantalon, un haut et un accessoire. Là, tu sais que chaque fois, tu trouves une vidéo, une fiche mémo qui vient rappeler les éléments de la vidéo, une fiche ressource qui t'aide à mettre en œuvre ce qu'on a vu ensemble pendant la vidéo, une fiche bonus pour aller encore plus loin, dire ok, c'est bon, j'ai bien compris ce qu'on a vu ensemble, donc là je veux aller encore plus loin. Et puis parce que j'adore les citations et que j'en ai partout, et que pour moi ça permet vraiment d'ancrer des messages dans ma vie de tous les jours, une affiche inspirante pour être dans cette même dynamique. Et ces 16 box, en fait, elles sont très indépendantes et elles couvrent finalement tous les sujets qui me paraissaient importants de transmettre. C'est un peu le kit de survie, quoi. Si tu as ce kit-là, honnêtement, et surtout que tu as l'envie de bien faire, parce que moi je fais 50% du chemin, mais les 50 autres pourcents, c'est ton envie de bien faire. Et si tu as ces 50 autres pourcents, franchement, tu peux que cartonner. Voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, je te donne tous mes secrets, je te dis tout, vas-y, fonce et fais du bien à tes équipes, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais des fois, on est maladroit et on fait beaucoup de mal sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de prise de conscience. Il y a des outils, oui, clairement, mais je vais pas refaire le schéma que je vous fais depuis le début, mais il y a surtout des prises de conscience. Mais cette envie, toi, de partager aussi toute ton expérience et avec ce kit de survie du manager, en tout cas avec cette boîte à outils, parce que du coup, c'est très outillé comme partage et comme envie, avec l'idée de pouvoir se connecter quand on le souhaite, au moment où on le souhaite, et pouvoir en profiter et le mettre à profit. Mais là où je voudrais quand même préciser quelque chose, parce que cette académie, à la base, c'est mon bébé de 2020, mais aujourd'hui, c'est le bébé de toute une équipe qui a accepté de me suivre dans la mise en forme, dans la promotion de tout ce dispositif, qui est vraiment pleine d'énergie et pleine d'enthousiasme par rapport à ce projet. Donc déjà, j'en suis très reconnaissante. Donc je leur exprime toute ma gratitude, j'en profite.
Puis également, au-delà des box, hein, il y a aussi une proposition d'accompagnement avec des coachs professionnels certifiés dont, il faut quand même le dire, Cécile, tu fais partie. Et j'en suis ravie. Donc, tu es la coach officielle de l'académie. Et voilà, il y a du coaching, il y a du co-développement et il y a évidemment mon petit bébé, le mentoring. Mentoring, ouais, avec toute la palette que tu proposes. Bon, moi, je suis forcément convaincue. Hein, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le préciser, mais je trouve très intéressant de pouvoir le faire connaître et puis prendre le temps d'expliquer aussi en détail ce qu'il y a dans dans ce fameux accompagnement et cette académie que tu as mis en place avec toute l'équipe. Et justement, tu parles d'équipe, ça me fait un lien parfait avec la question suivante qui est orientée plutôt sur le réseau, puisque du coup, tu es aussi une femme de réseau et ça te tient à cœur de l'entretenir. C'est quoi tes trucs et astuces à toi pour entretenir ton réseau? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors déjà peut-être le réseau lui-même, hein, c'est pas n'importe quel réseau. Ouais, c'est important. C'est un réseau qualifié. Le double effet qui se coule des personnes à forte sensibilité, c'est que je suis, voilà, je suis très politiquement correcte, mais il ne faut pas trop m'en demander non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas avoir dans mon réseau des gens qui me coûtent trop d'énergie. Il y a un moment donné, quand je ne suis pas raccord avec ce que je fais, quand je ne suis pas alignée dans ma démarche, ça ne marche pas. Ça me pompe une énergie démesurée, voilà, je vais le sentir soit dans le dos, soit dans le ventre, ce que tu veux, mais je ne peux pas. Donc, en fait, avec l'âge, déjà, j'ai un réseau, j'appelle ça qualifié, c'est-à-dire un réseau de gens qui me ressemblent, avec qui j'ai envie de partager. Et oui, c'est un réseau, mais c'est aussi des gens qui font partie de ma vie et qui m'intéressent. Donc, je pense que déjà, c'est ça, le premier critère. Ouais. Et après, le comment je fais, je pense que c'est un peu le même secret qu'en amitié, qu'en management, qu'en amour. C'est l'écoute. J'écoute beaucoup. Et surtout, je veille à entendre vraiment ce que me disent les gens. Et du coup, comment après je l'entretiens, c'est que je ne fais pas simplement une écoute passive, c'est qu'après j'agis. Donc, je ne sais pas, je discute avec quelqu'un et puis on se met à parler, il y a la rentrée scolaire, elle est hyper stressée, sa fille c'est la première fois qu'elle rentre à l'école ou que sais-je, ou elle a des phobies scolaires, j'en sais rien. Et je vais avoir le petit coup de fil. Je vais avoir le petit message. Je suis la pro des anniversaires. Des anniversaires, des fêtes. Et d'ailleurs, pas que des anniversaires de ta naissance. Hein. Je peux avoir aussi l'anniversaire de ta boîte. Si je l'ai noté à un moment donné. Hein. Voilà, je vais toujours avoir des attentions. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vit une passe difficile. Je vais passer un petit coup de fil pour savoir comment ça va. Je vais être aussi quelqu'un qui donne pas mal à mon réseau, dans le sens où déjà, ça me fait plaisir. C'est non négligeable, c'est important. C'est déjà pas mal. Et puis, l'expérience démontre que quand tu es généreux, ça te revient aussi. Voilà, moi, j'ai des beaux cadeaux de la vie très souvent. Et puis, le dernier en date, d'ailleurs, il est de toi, Cécile. Hein, encore, tu me gâtes. Voilà. Mais bon, après, t'es pas vraiment... Enfin, le réseau, après, c'est quoi le réseau? Tu vois? Ah oui, c'est une grande question. Si après tu as un réseau à l'affect, c'est vite des amis aussi. Hein. Alors tout le monde ne peut pas être des amis parce qu'à un moment donné, au bout de plusieurs années professionnelles, tu as un réseau très large quand même. Mais ouais, il y a toujours, je dirais que moi, il y a toujours une part d'affect. Et donc du coup, j'essaye d'être au rendez-vous de ce que j'ai entendu. C'est une phrase qui résume bien, et puis je pense que ta manière effectivement d'être avec des attentions très personnalisées envers chacun et être à l'écoute de ce que tu as entendu et en faire quelque chose. Cette notion aussi d'en faire quelque chose. Tu as utilisé tout à l'heure le côté être aligné. C'est quoi être aligné pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Être congruente entre ce que je pense, entre ce que je ressens émotionnellement et physiquement, et ensuite avec ce que je fais. Là, il y a vraiment une question de cohérence globale, d'être vraiment à l'écoute, hein, une fois encore, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'idée du réseau, hein, c'est que si je ne m'écoute pas, je le paye. Je le paye parce que c'est l'idée de la prise de conscience. Et il y a des gens, ils n'ont jamais travaillé sur leurs valeurs. Hein, tu le sais très bien en tant que coach, hein, tu vas travailler, il y a des gens, qu'ils aient 20 ans ou 50 ans, ils n'ont jamais travaillé sur leurs valeurs. Et ce n'est pas bien ou mal, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Et donc, tant que tu ne sais pas ce qui est important pour toi, tu sens des trucs, mais tu n'es pas forcément à l'écoute. Sauf que moi, mes valeurs, ce que j'appelle mes grosses pierres, elles sont très, très claires, très bien dessinées. Le contour, je le connais au millimètre. Et du coup, le fait d'être très consciente de ça, si je ne respecte pas, en fait, c'est me respecter. Tiens, je vais te le formuler autrement, c'est me respecter, être aligné. Si je ne me respecte pas, je le paye. Mais en fait,
presque plus maintenant, parce que justement j'ai compris et que j'écoute les signaux. On a eu l'occasion d'en parler sur 2020. Il y a quelque chose qui m'a posé difficulté. J'avais des manifestations physiques et il a été important pour moi que je les écoute parce qu'une fois encore, on en revient à cette notion de ça me coûtait trop d'énergie. Ça en vient à occuper mes pensées, etc. Donc c'est pas bon, après attention, hein, c'est pas tous les jours, mais en tout cas moi je suis très très je disais quand j'étais manager, parce que je savais pas fait encore tout ce travail encore plus ces 2 dernières années, je pilote beaucoup au nez. Je suis très très rationnelle, j'ai des dashboards dans tous les sens, mais la décision finale elle se fait avec mon nez et je lui fais une grande confiance. Je sais pas si c'est une question que j'aime bien poser aussi, mais c'est quel conseil tu donnerais ou tu donnes d'ailleurs, parce que donnerais que tu donnes pour être soi-même. C'est quoi la recette selon toi? C'est encore une très très bonne question, ma chère Cécile. La recette, je sais pas, la recette, on parlait de management bienveillant, j'aurais envie de reboucler en disant d'être d'abord bienveillant avec soi-même. C'est une question pour moi de tolérance en fait. Il faut être tolérant avec soi, on est souvent son plus grand tortionnaire, on est souvent son propre bourreau. Et en fait, je dirais, pour être soi-même, il faut déjà s'accepter soi-même, accueillir avec bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans fatalité. C'est regarder tout ce qui est plutôt que ce qui n'est pas et d'être vraiment focalisé sur le potentiel dont on regorge. On a tous un super potentiel, mais qu'est-ce qu'on aime le bousiller. Donc c'est voilà, à un moment donné, se dire j'ai tout ça en moi et juste j'en prends conscience et c'est top. Et j'arrête de poser simplement mon regard sur ces petits détails qui du coup au final finissent par prendre toute la place, qui ne sont pas parfaits. En fait, dites-vous que vous n'êtes pas parfait, que personne ne l'est et que c'est super cool comme ça parce que sinon on serait vachement dans une vie vachement ennuyeuse. Merci pour ce partage. Je partage. Tu parlais de 50% de job de tout à l'heure que tu fais pour les autres, 50% que la personne va mettre dans son investissement, mais quelque part c'est du 100%, enfin être 100% soi-même pour pouvoir justement faire la part du job. Okay. Ouais. En termes de lecture, en ce moment, est-ce qu'il y a des livres, alors ça peut être des livres que tu as lus ou des livres que tu es en train de lire, qui te parlent, que tu as envie de partager avec nous? Alors, moi, j'aime bien, là, je vais débuter, j'ai mis sur ma table de chevet un nouveau livre de Laurent Gounel, Le philosophe qui n'était pas sage. Donc, j'en ai lu beaucoup de lui. Ce que je trouve génial, c'est que, alors moi, j'adorerais lire des livres super intelligents, j'en ai toujours plein, j'en ai une liste pas possible, et j'ai besoin de lire le soir. Pour m'endormir. Mais le soir, comme je dis toujours, j'ai fait trop de choses intelligentes toute la journée. Donc, lire des trucs trop, trop puissants, c'est dur. Je suis passionnée des neurosciences. J'adore les livres sur les neurosciences. J'en ai toujours un qui traîne. Mais clairement, à un moment donné, moi, le soir, à 22h, quand j'ai bossé depuis 7h du matin, honnêtement, me lire un livre des neurosciences, je n'ai pas envie. Laurent Gounel, ce que je trouve génial, c'est que en fait, il a une double, si ce n'est une triple lecture, et que tu peux lire ça de manière hyper légère, en mode c'est un roman très léger, très simple d'accès, donc ça te détend bien. Et en même temps, il y a énormément de concepts sur de psychologie, de développement personnel, de philosophie. Et j'aime bien ça. Comme ça, tu prends ce que tu as envie de prendre en fonction de tes dispositions. Et puis, malgré tout, le cerveau, il est super bien fait. C'est que même si consciemment, tu es sur la lecture premier degré, inconsciemment, il y a des choses qui s'inscrivent. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette capacité à écrire avec légèreté sur la forme et profondeur sur le fond. Et tu les lis quand, alors, les livres sur la neuroscience? Quand je me force à faire des pauses dans ma journée, parce que je suis une workaholic, mais en voie de guérison. Je mets des jalons. Donc voilà, je peux me dire, parce que moi je suis du genre à pas faire de pause déjeuner, et à travailler non-stop. Et je vais me dire, bah voilà, généralement c'est 15h, 15h30, c'est quand tu as commencé à bosser, c'est plutôt 7h30 en fait. Ça dépend. Soit c'est avant 6h30, avant que mon fils se lève, ce qui arrive régulièrement. Après, je gère mon fils jusqu'à 7h30. Et puis à 7h30, je me remets au travail. Et généralement, je fais un non-stop jusqu'à 15h, j'aime bien. Et là, je me force à faire une pause pour revenir, donc aérer mon cerveau. Et je peux typiquement à ce moment-là me dire, je prends une demi-heure pour moi, soit pour écouter un podcast, soit pour lire des choses... des articles aussi, j'aime beaucoup les articles intelligents, mais qui me demandent, c'est pas comme les livres, un article, tu vois, ça demande moins de concentration cérébrale, c'est plus condensé. Donc voilà, moi je trouve que le plus grand des savants, c'est celui qui sait
sait dire des choses complexes en les vulgarisant et en s'assurant que le plus grand nombre puisse entendre et comprendre ce dont il est question. Ce que tu as su faire avec ton livre, Marine. Merci Cécile. Je veux dire, c'est tout à fait sincère, mais oui, c'est tout à fait sincère en plus. En même temps, tu me parles d'alignement, mais bon, c'est ton podcast, hein, mais j'aurais envie de te dire, c'est quoi l'alignement pour toi? Parce que tu es quelqu'un quand même d'assez exemplaire sur la notion d'alignement. Ah bah écoute, merci, je prends. En tout cas, j'y travaille aussi. Je pense que c'est un travail de tous les jours, comme tu l'as bien souligné, apprendre à se connaître soi-même. Et comme l'humain est riche, c'est du sans arrêt en fait. L'alignement, il change tout le temps et c'est justement l'art de savoir rester aligné avec un environnement changeant sans arrêt. D'où l'importance de l'écoute. Une fois encore, Carrément. l'écoute vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi. Je partage 2 ans, là, c'est le 360, le cercle dont tu parlais tout à l'heure, et puis ce côté, savoir autant s'observer soi-même qu'observer les autres, et puis vivre son quotidien de tous les jours, hein, comme tu le dis, comme tu décris ta journée type, voilà. Qu'est-ce que je fais avec ce que je me suis fixé comme objectif dans ma journée, et comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ça tourne bien. Et dans le podcast, pour tous coachés, est-ce qu'il y a un thème qui te semblerait intéressant de creuser justement avec les auditeurs, où tu te dis tiens là ça serait intéressant d'aller plus loin? Tout de suite ou dans les prochains podcasts? Oh, dans les prochains podcasts, ouais, ça peut être même les deux, hein, si c'est un sujet dont tu as envie de parler là. J'aime bien la notion creuser la notion d'importance du manager. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'entreprise libérée, on confond un peu toutes les choses, je trouve. On confond autonomie et abandon, on confond liberté et foire d'empoigne. Enfin, il y a des mélanges de genres que je trouve regrettables. Finalement, enfin, une fois encore, moi, je trouve le métier de manager vraiment utile déjà. Et je trouve que c'est un vrai métier et que ça s'apprend et que c'est un fabuleux métier. Mais bon, finalement, ça a été quand même pas mal remis en question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un manager, pas d'un manager et est-ce que ce côté mélange des genres me pose difficulté? C'est un peu dans la même lignée, hein, tu vois, nous on est et coach et psychologue, on a quand même la double peine. Donc, alors soit on s'occupe des fous, soit en fait on est des charlatans. Bon, il y a des étiquettes, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent psychologue, c'est quand même un bac plus 5, hein. On a quand même un master 2, j'ai envie de dire ça. Mais tout le monde se dit psycho quelque chose. Enfin, tout le monde, je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas, on a beaucoup de gens qui ont fait un peu trop de bruit en se disant psycho machin chose et qui ont fait beaucoup de mal. Et on a des coachs qui sont, nous, on a une certification RNCP niveau 7. On a des coachs qui se disent coach de je sais pas quoi. Ils ont fait une formation en e-learning en 2 fois et ils se disent coach. Et du coup, ils desservent et ils font beaucoup de mal. Et pareil, on a aujourd'hui un mélange des genres qui se fait au niveau du management, c'est que je trouve regrettable parce que voilà, on se dit entreprise libérée. J'ai rien contre l'entreprise libérée, mais finalement, on en a oublié 2-3 principes cadrants et nécessaires pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Parce que le cadre, il est sécurisant, psychologiquement, il est sécurisant en termes de dynamique de groupe. Donc, même dans une entreprise libérée, il y a un cadre. Et c'est pas les managers ne servent plus à rien, donc on les évince. C'est un peu vague ce que je suis en train de dire, mais c'est la question des mélanges des genres qui ce mélange des genres et justement l'importance du manager dans les organisations. Ouais, l'importance du manager ou l'importance du vrai coach ou l'importance du vrai psychologue. Et peut-être d'ailleurs comment... tu vois, si j'en reviens sur coach et psychologue, comment peut-être détecter ou en tout cas, quels sont les bons réflexes? Parce que moi, si je te dis coach RNCP niveau 7, bon, toi, ça te parle, Cécile, mais est-ce que ça parle à nos auditeurs? Comment on fait pour savoir si c'est un vrai coach ou si c'est un gourou? Et pareil, psycho machin chose, est-ce que c'est un vrai psychologue ou est-ce que c'est plutôt voilà, quelqu'un qui se dit psychologue? Tout à fait, ouais. Donc, cette notion-là aussi, et tu parles du diplôme, hein, mais c'est une des manières effectivement d'avoir la certification, enfin la certification, en tout cas la vérification du titre de la personne, et c'est effectivement un des points clés. Et puis après, il y a au-delà du titre, effectivement, que la personne a bien validé et obtenu ce cursus-là, et il y a aussi le feeling avec la personne qui va accompagner, d'où l'importance de laisser le choix aussi, et de se laisser le choix de la personne qui va nous accompagner, quitte à changer en cours de route aussi, parce qu'il y a aussi des parcours, tu te parlais tout à l'heure, toi, des
personnes que tu avais pu voir, psycho, etc. Moi, je me suis aussi nourrie et enrichie de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des thérapeutes que j'avais choisis à des moments de ma vie qui m'ont apporté des choses différentes aussi. Je trouve que c'est important, le diplôme, le titre, mais aussi le feeling, et puis aussi se questionner. On en revient à se questionner soi-même sur qu'est-ce qui est bon pour soi à un moment donné. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Est-ce qu'elle me laisse ma liberté dans le cadre qu'elle me propose d'accompagnement? Ouais, c'est écouter, tout à fait. Et la notion de se co-choisir que tu évoques qui est essentielle. Bon, on se co-choisit un peu moins avec un manager. Oui, c'est un peu plus compliqué. Et Mais quoique. Exactement, on a eu le même type. Il faut le faire très en amont, quoi. Alors, faut pas choisir un job pour les mauvaises raisons, quoi. Oui, non, ça c'est certain, j'en suis convaincue. Et tu vois, ça me fait penser, il y a eu des postes, notamment en recrutement dans l'agroalimentaire, que j'ai pu mener, où il y avait aussi bien l'équipe qui choisissait la personne, mais la personne qui choisissait l'équipe aussi, quoi. Il y avait vraiment ce côté, est-ce que vous avez vraiment envie de bosser ensemble? Parce que vous allez être... Ils travaillaient dans des espaces restreints, et il y avait quand même cette notion de promiscuité et proximité avec ses collègues. Et du coup, on avait instauré... il y avait on se co-choisit, même si effectivement, souvent ça reste... il y a des jobs qui restent alimentaires, mais c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut aussi se co-choisir. Ça bouge quand même, hein, parce que moi, je suis très la femme d'un homme avec un grand H, la femme d'un manager. Et moi, j'ai toujours dit que je faisais un super bras droit. J'adore travailler pour un chef qui m'inspire. Mais les chefs inspirants, souvent, ils bougent vite. Donc, tu viens pour eux, mais ils partent. C'est pas faux. Donc bon, tu vois, faut pas, voilà. Tu vois, moi, j'ai plutôt appris avec le temps à pas forcément ne faire mes choix que en fonction des gens avec qui j'avais envie de travailler. Ouais, tout à fait. Plutôt garder le contact et entretenir le réseau justement avec ces personnes-là. Super. Pour clôturer du coup notre échange, est-ce que il y a, je sais pas, un mot de la fin, une phrase de la fin, j'ai fait un mix entre mots et phrases, un mot-phrase ou un concept, ou des choses que tu as envie de partager avec nous sur cette fin d'interview? La phrase, c'est celle qui m'est venue, que je mets partout, là. C'est vous pouvez faire toute la différence. Non, mais dans le sens où on est dans... Alors, ton podcast, il est atemporel, mais on est quand même dans une situation de crise, hein. Je ne sais pas quand on va sortir le podcast. Et j'aurais envie de dire, en fait, la vie est belle. Voilà, elle n'est pas toujours simple. Elle a sa part de complexité, mais aujourd'hui, c'est un virus. Hier, c'était un décès. Après-demain, ce sera peut-être la perte d'un emploi, d'une séparation. J'en sais rien. Mais en fait, la vie n'est qu'une construction mentale, et on peut choisir qu'elle soit belle. Donc, en fait, ça vous appartient, ça nous appartient, ça m'appartient. Donc, voilà, profitons de ce que la vie a à nous offrir. Ok, je prends à 200%, surtout que juste avant, j'aime beaucoup les clins d'œil de la vie, mais juste avant de lancer l'interview, j'ai regardé un mix d'interviews de Jean d'Ormesson qui parlait justement de cette thématique-là, que la vie était belle et qu'il fallait profiter du moment présent. Et grand philosophe aussi, en tout cas, au-delà de ce qu'il est comme personne, mais surtout, ça s'y illustre complètement ce que tu viens de dire, donc... Je souligne, et c'est quelqu'un de mon réseau, c'est Jalil aussi, donc lâche-moi les réseaux. Donc Jalil, merci pour le partage, et il y a une continuité moins d'une heure après sur ce partage-là avec ce que tu dis. C'est l'alignement. C'est l'alignement, c'est ça, c'est l'alignement, parfait. Trop chouette. Trop chouette. Merci encore, Marine, pour ton temps, ta disponibilité et cette interview. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de reparler justement de l'importance du manager et de la confusion des genres. C'est un thème, je pense, qui parle aussi à d'autres personnes. Donc, pourquoi pas dans un prochain épisode, si l'occasion se présente et que le cœur t'en dit. Avec plaisir. Merci à toi pour ton accueil, pour ta confiance. Et puis, à très vite. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.